tout seul, mais pas tout seul. Bonjour à tous, bienvenue à cette Assemblée Générale 2020 pour l'exercice 2019. Un petit peu particulier malgré nous, malgré les circonstances. On va attaquer par le rapport moral de l'exercice. Cher Andréani, j'ai le plaisir de vous présenter ci-après le bilan moral de l'exercice 2019 de notre association. Compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons, nous ne pourrons nous réunir comme chaque année, et je le regrette, mais à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Aussi, nous allons faire en sorte de gérer au mieux la crise dans ces moments difficiles. Voilà. Donc, d'où l'Assemblée Générale telle que nous la vivons aujourd'hui. Concernant le bilan moral de l'année 2019, elle a été plutôt une bonne année d'un point de vue événement. La première manifestation était le repas de la Saint-Valentin, suivi du train de Pâques. Ensuite, il y a eu la nuit des musées, nuit pour laquelle, comme pour la Saint-Valentin, l'association a mis à disposition du restaurant L'Escale la voiture-restaurant afin de commercialiser des repas pour cette soirée. Le 4 mai a vu une circulation spéciale avec restauration à bord entre Longueville et Villiers-Saint-Georges, privatisation de la rame pour un anniversaire, une grande première parfaitement réalisée qui, je l'espère, fera, entre guillemets, des petits, sachant que bon, ça peut être un bon moyen de développer une autre activité. Faute d'autorisation de circulation entre Provins et Villiers-Saint-Georges, comme depuis 2017 la réouverture de la ligne, pendant la période du 15 mai au 15 septembre et dans l'impossibilité de pouvoir faire des opérations de rebroussement de la locomotive en gare de Provins, il n'y a eu malheureusement aucune circulation pendant l'été. En juillet a été organisé le festival du département, Emmenez-moi, permettant à l'AGECTA pour la deuxième année de consolider un partenariat de longue date avec les institutions de notre département. En septembre, l'AGECTA a organisé ses traditionnelles journées vapeur qui coïncident avec les journées européennes du patrimoine. Cette année, ces journées ont rencontré un succès moyen qui n'aura pas permis de battre des records de fréquentation. En septembre également, l'AGECTA a répondu favorablement à une sollicitation de la RATP pour les festivités des 50 ans du RER A. Ces festivités ont rencontré un immense succès et malgré les gros déboires mécaniques, l'AGECTA a pu assurer une grande partie de sa mission. En effet, lors d'une navette de la matinée de dimanche, un échauffement anormal d'une boîte d'essieu du Tender, accompagné de crissements ponctuels, ont conduit l'équipe de conduite à ne pas assurer la totalité du plan de transport. La manifestation terminée, il a été décidé de laisser la 140C et la petite poste aux ateliers de Boissy et de rapatrier la rame avec le 63 850 au dépôt afin de limiter l'encombrement sur place aux ateliers de Boissy. Malheureusement, lors du retour vers Longueville, notre 63 500 a subi une avarie moteur diesel qui nous impose une immobilisation de longue durée, sans certitude de pouvoir réparer. À l'issue d'une longue période de stationnement aux ateliers RATP de Boissy et suite à l'usinage en urgence du coussinet par la CITEV, nous avons pu rentrer en autonome jusqu'à Longueville début décembre. Je tiens ici à remercier l'ensemble du personnel RATP qui nous a accueillis d'une manière très hospitalière et malgré un départ de leurs emprises repoussé en décembre, l'organisation de la réparation, les essais ainsi que le départ ont été très bien gérés et ceci dans le même bon esprit qu'à notre arrivée. Compte tenu de l'avarie mécanique, le train de la citrouille n'a pas pu circuler, ce qui fait que la dernière circulation 2019 était le train du Père Noël, pour lequel le taux de remplissage avoisinait 100%. Côté atelier, les bénévoles ont encore répondu massivement aux besoins quotidiens de l'association en termes de maintenance, de restauration des matériels, rames agréées, Pullman 4024, locotracteurs, entretien du dépôt et voies ferrées et même assistance au train meuleur de rails Pénaud qui nous a sollicité en janvier pour mettre à disposition nos voies et une poignée de bénévoles ainsi que nos locotracteurs en vue du remplacement de 2 essieux sur un élément de leur train. Dans les travaux réalisés également, la création d'un parc à charbon en béton permettant le stationnement permanent dans notre Poquelin rail-route et de la possibilité de remplir le tender de la 140C sur 2 voies distinctes. Ceci constitue une réelle plus-value en termes d'organisation dans la vie du dépôt
car les livraisons de charbon se font directement sur la dalle par le transporteur, et cela, ça se voit comme manutention avant chargement dans la machine. Oui, puisque avant on faisait ça avec un wagon de tombereau, il était sans cesse obligé de manipuler, manœuvrer, donc c'était très compliqué. Là, on gagne en termes de qualité de vie. Voilà. Les bénévoles ont également réalisé le prolongement de 2 voies en impasse, ainsi que des remplacements ponctuels de traverses. Les partenariats vont toujours bon train grâce à nos sous-traitants habituels qui œuvrent parfois à temps perdu ou moyennant des prestations au coût adapté. Le parc à charbon a ainsi été réalisé en partie grâce à la SARL Maury, ainsi que le terrassement des 2 prolongements de voies, le remplacement de 2 aiguillages complets et remplacement partiel d'un 3e pare-bris-fer. Cela permet au fil des années de maîtriser mieux nos voies et limiter nos risques de déraillement. Dans les travaux sous-traités figurent aussi les travaux de chaudière de la 141 TB 407 avec la société Citev, qui devrait revenir d'ici peu afin de finaliser le remplacement d'entretoises non budgétées initialement. Voilà, alors le retour de la chaudière de la TB 407 devait se faire le 30 mars, et puis compte tenu du Covid, ça a été repoussé. Je pense que bon, là, avec la reprise des activités de tout un chacun, la chaudière devrait arriver d'ici un mois et demi. Également, et cela constitue un des faits marquants de l'année, le retour tant attendu de la locomotive 241 P30 sous maîtrise d'ouvrage Agecta et maîtrise d'œuvre Citev. Pas moins de 4 convois exceptionnels et un transport de pièces détachées ont rallié Saint-Sulpice en Suisse jusqu'à Longueville. Ceci est une prouesse largement partagée dans la presse et les réseaux sociaux. Comme il est de coutume, depuis plusieurs années, l'UNECTO, notre fédération, nous a sollicité en vue de recevoir et organiser des formations sur site, formations essieux, agents d'accompagnement. Cette pratique, ainsi que pour des besoins internes, nous a également conduit à aménager un espace dédié aux formations, réunions et loges pour les cinémas ou shooting photo. Une des activités discrètes mais néanmoins essentielles à notre représentativité est l'ouverture au public du musée et les représentations extérieures lors des salons et des expositions. L'équipe en place tient bien la route malgré quelques difficultés à assurer quelques dates. L'organisation du musée est bonne et la collaboration avec l'Office de tourisme mis en place en juin 2018 se développe lentement mais sûrement. Une autre activité importante est l'activité cinéma et shooting. Notre collection suscite un grand intérêt des réalisateurs et artistes, ce qui constitue une part non négligeable de nos recettes. Part indispensable à la poursuite de notre objet, notamment la possibilité de faire circuler des véhicules sur le RFN dont les frais et les contrôles techniques ne sont pas subventionnables. Voilà. En gros, comme les VG et GVG, c'est les termes de maintenance sont de la maintenance, mais pas de la restauration. Voilà, la DRAC et puis les conseils départementaux ne financent pas ce genre de prestations. Donc voilà, le musée et les cinémas permettent de financer tout ça, en partie. Quelques points de trésorerie. En 2018, il nous a été demandé une meilleure maîtrise de nos dépenses ateliers. C'est chose faite, et même s'il y a encore des efforts à faire, les efforts sont notables. Malheureusement, en 2019, j'ai mis 2018, c'est 2019, pardon. Nous n'avons pas eu de dons en matière à valoriser, ce qui constitue un réel manque et nécessite un ajustement de notre modèle économique actuel. Effectivement, sur 3 ou 4 exercices précédents, la SNCF Réseau nous avait donné du rail à valoriser et en 2019, il n'y en a pas eu. Donc effectivement, ça pèse dans les comptes, d'où mon commentaire précédent. Comme vous pouvez le constater, l'année 2019 a été riche en activités et sans faillir, l'ensemble des bénévoles a répondu présent. Un grand merci à tous les membres actifs pour leur présence, à tous les membres pour leur soutien et nos partenaires institutionnels et entreprises sans qui nous aurions beaucoup de difficultés à poursuivre nos activités. Un remerciement tout particulier également à la SNCF, notamment Infrapôle de Paris-Est, CMR, DSEM Île-de-France et la direction de la communication.
Je vous remercie à tous pour votre attention. Et du coup, je passe la main pour la suite à Olivier et Madame Richer pour le bilan financier et la présentation du budget prévisionnel. Merci bien. Merci Guillaume pour Attends, je m'applaudis. Merci Guillaume pour ce bilan moral. Madame Richer, vous pourrez ouvrir votre micro parce que je l'avais coupé afin d'éviter les bruits parasites. Et Guillaume a coupé son micro, c'est parfait. Donc du coup, je vais vous faire présenter le rapport du trésorier. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport financier de notre association pour l'exercice 2019 clos le 31 décembre 2019, accompagné dans cette tâche par Madame Richer, représentant du cabinet CGECO de Provins. Donc, dans la suite, je vous invite à prendre connaissance des éléments utiles à la compréhension de la situation financière de l'AGECTA. Nous soumettrons à votre vote les résolutions habituelles relatives à l'approbation des comptes, au quitus de gestion, à l'affectation du résultat et à l'approbation du budget prévisionnel. Le présent rapport vous présente les chiffres qui combinent l'ensemble des comptes et y associent les explications nécessaires à leur compréhension. À la lecture du bilan, certains se sont sans doute demandé à quoi correspondent les dettes. Comme l'an dernier, nous avons constaté des dépenses en 2019 qui ont été réglées en 2020. Le bilan vous donne également un état de la trésorerie disponible au 31/12/2019 qui s'élève à 132 870 €. Une partie de cette somme est engagée sur des projets en cours comme la 141 TB 407, la restauration de la 241 P30, la restauration de la voiture Pullman 4024. Les plus assidus auront constaté une fonte de notre trésorerie de près de 50%, soit 118 772 € par rapport à l'exercice 2018. Cela correspond essentiellement au paiement des frais de rapatriement de la 241 P30, mais aussi à la création d'une salle de formation et de réunion dont nous manquions cruellement au dépôt. On peut noter globalement les autres achats et charges externes qui ont baissé cette année et qui ont répondu aux vœux que j'avais formulés l'an dernier. Donc je vous en remercie. Nos recettes propres en revanche, se sont envolés avec plus de 30 000 € cette année. On arrête ainsi les baisses successives des 3 derniers exercices. Néanmoins, la fonte de notre trésorerie nous impose la plus grande prudence concernant nos investissements et nos dépenses courantes. Les recettes des entrées du musée augmentent légèrement en 2019, ainsi que celles de la boutique buvette. On note la plus grosse hausse de nos recettes en ce qui concerne la mise à disposition du patrimoine, qui correspond essentiellement à la mise à disposition de notre rame historique à la RATP pour les 50 ans du RER A. Les chiffres de la restauration à bord s'érodent un peu plus cette année du fait de l'annulation de plusieurs prestations. Malheureusement, d'autres chiffres sont en fort recul, comme les cotisations ainsi que les dons provenant du mécénat. La baisse des cotisations s'explique toujours par une érosion du nombre de membres dû à l'absence des trains grandes lignes. Les personnes adhérant à l'association lors de ces trains ne renouvellent pas forcément leurs cotisations, même si ce principe de fonctionnement nous a laissé quelques fidèles. On peut noter que les dons généraux ou les dons affectés se maintiennent en 2019. Donc du coup, je vais change de tableau. Je vais vous afficher. Ça doit être par là. Voilà, sélectionner un écran. Tac. Voilà. Donc le tableau que je vous présente, qui doit être affiché maintenant, c'est le tableau que je vous présente tous les ans avec les différents produits et l'évolution des produits. Donc une augmentation pour ce qui concerne le musée et la boutique, la forte augmentation de la mise à disposition du patrimoine. Alors en dehors de la RATP, il y a une augmentation quand même, hein, et on remercie Jean-Claude pour tous les efforts qu'il fait pour tout ce qui est mise à disposition du patrimoine. Les emplacements exposants diminuent, les billets de train augmentent et la voiture restaurant diminue. Voilà. On a retrouvé pour le musée, on a retrouvé les chiffres de 2017.
ce qui est assez sympa. Alors, hop, je vais interrompre. Voilà. Donc, je vais reprendre. Donc, la notion de manifestation regroupe les 6 manifestations de bienfaisance autorisées par l'administration fiscale. Les entrées du musée sont exonérées des impôts commerciaux, TVA, impôts sur les sociétés, etc., quel que soit le montant. Les billets des trains grandes lignes le seraient également, puisque l'ensemble des voyageurs sont membres de l'association avec toutes les prérogatives qui s'y attachent. En dehors des manifestations de bienfaisance, les activités de boutique, buvette, restauration sont clairement des activités à caractère commercial et pourraient à ce titre être l'objet des impôts commerciaux. La facturation de prestations de main-d'œuvre ou de travaux également. Cette année, le produit de ces activités s'élève à 5 633 €. Elles n'ont clairement pas un caractère prépondérant et leurs produits ne dépassent pas les 63 059 €. Elles sont donc exonérées des impôts commerciaux. Je ne vais pas changer de formulation concernant la mise à disposition du patrimoine qui reste toujours, quant à elle, sujette à discussion selon qu'on voit ses revenus comme une activité concurrentielle, donc par rapport à d'autres structures commerciales à l'échelle de la France, ou bien si l'on voit le caractère unique des pièces ne pouvant par essence faire l'objet de concurrence. À ce sujet, nous allons tenter de régler cette question avec nos experts comptables d'ici la prochaine Assemblée générale. Au 31/12/2019, notre association comptait, selon la définition statutaire, 199 membres, dont 67 permanents. Les recettes de l'AGECTA étant constituées de nombreux dons et abandons de frais, l'Assemblée générale est l'occasion de saluer et de remercier l'ensemble de nos généreux donateurs et de nos sympathiques bénévoles qui abandonnent leurs dépenses de déplacement, de fourniture ou d'équipement pour les chantiers, qui s'élèvent cette année à 51 869 €. Les dons en numéraire s'élèvent cette année à 21 512 €, dont 8 955 € pour rapatrier l'AP30 et 2 221 € pour la remise en état. En 2019, les bénévoles de l'AGECTA ont réalisé 12 451 heures qui représentent 72 197 €, donc un montant en baisse par rapport à 2018. Cela représente 7,8 équivalents temps plein répartis sur les 67 permanents, soit environ 0,12 ETP par personne. ETP c'est équivalent temps plein par personne, sachant qu'il y a de nombreuses disparités avec quelques cumuls individuels qui dépassent les 800 heures, c'est-à-dire plus de un demi équivalent temps plein. Les subventions publiques de fonctionnement s'élèvent à 3 500 €. À ce titre, je remercie tout particulièrement Monsieur de Longueville et Monsieur le Président de la communauté de communes du Provinois pour l'aide et la confiance que chacun à son niveau a bien voulu nous accorder. L'AGECTA a donc bénéficié en 2019 d'un montant de 83 700 € provenant de la générosité publique et de la valorisation des dons en nature, ainsi que des aides des collectivités locales. Cela représente 44% de nos recettes numéraires. Pour la première fois depuis que je suis trésorier, je constate une plus forte part de nos ventes et mises à disposition que des dons et subventions. En comptant le travail des bénévoles, l'ensemble des contributions volontaires s'élève à 71% du budget, incluant les contributions en nature. Cette dimension démontre la prépondérance des activités non lucratives de notre association, ainsi que le caractère désintéressé des personnes qui y contribuent. Nous avons délivré cette année 155 reçus fiscaux au titre de l'article 200 du Code général des impôts et au titre de l'article 238 bis du même code, pour un montant total de 70 937 €. En 2019, les dépenses relatives aux projets en cours ont été les suivantes. Pour la 141 TB 407, 24 326 € pour le retubage et la réparation de la chaudière. La rotonde, on n'a pas dépensé d'argent cette année, on reprend les travaux normalement en 2020. Donc là, pour l'instant, ça n'a pas bougé. Le poste de Cravande, c'est pareil, donc pas de dépenses en 2019. La 241 P30, 105 757 € pour le rapatriement. Et la voiture Pullman 4024, 1740 €. La 140C 231 a été officiellement mise en exploitation au 1er janvier 2019 et nous avons commencé l'amortissement de la chaudière d'un montant de 358 903 € sur une période de 25 ans.
Le projet de rapatriement de la 241 P30 a été clos avec un déficit de 10 586 € entre les recettes et de la souscription, la réserve constituée par la vente de dons en nature en 2015 et les dépenses. Le déficit a été financé sur les fonds propres de l'association. Une nouvelle souscription pour la remise en état et de présentation de la machine a été ouverte. Ainsi, la réserve de 17 000 € qui apparaît au bilan n'a plus lieu d'être et je vous propose de l'affecter au résultat. Je vous propose également de reporter l'excédent de 59 672 € constaté à la clôture des comptes 2019 sur l'exercice 2020, conformément à l'article 205, paragraphe 2 de nos statuts. Comme chaque année, je vous rappelle que cet excédent résulte de l'amortissement de certains travaux et est destiné au montage de nouveaux projets de restauration ainsi qu'à la maintenance de notre patrimoine. Il ne s'agit en aucun cas d'un bénéfice que l'on pourrait dépenser sans compter. Pour mémoire, nous avons toujours 2 véhicules interdits d'accès au réseau pour non-réalisation des opérations de contrôle prévues par la réglementation et les schémas de maintenance. La levée de ces interdictions se fera moyennant une dépense de l'ordre de 50 000 € non subventionnables. De même, la rotonde nécessite une série de travaux dont le montant dépassera 300 000 € et sur lesquels nous devrons financer au moins 60 000 €. Les projets menés par l'AGECTA couvrent plusieurs exercices avec des montants qui dépassent largement les ressources propres annuelles de l'association et cette réalité doit conduire à une gestion prudente de nos excédents. La situation épidémique de la fin de l'année 2019, laissant présager le pire en cas d'arrivée et de perte de contrôle de la propagation de la maladie sur le territoire national, nous avons imaginé un budget au minimum, alors minimum tant en termes de recettes que de dépenses. Alors vous allez me dire, le minimum est à peu près au même niveau que l'an dernier. Alors je vais vous l'afficher. Il est où pourquoi je le vois pas? Ben mince alors, pourquoi je vois pas mon... Ah, attendez, j'ai un petit souci technique pour vous afficher le tableau Excel. Alors il veut pas vous présenter le tableau Excel, le truc. Bon ben je vais faire écran entier. Voilà, et là je vais basculer sur le tableau. Tac, et normalement ça devrait marcher. Prévisionnel 2020. Ça s'affiche? Ouais, c'est bon, ça s'affiche. Donc en ce qui concerne les recettes, on a largement diminué tout ce qui est vente, manifestation de bienfaisance, restauration à bord, les billets de train, les entrées musées, les entrées des manifestations de bienfaisance et les activités annexes boutiques. Par contre, il y a un projet actuellement de prêt de matériel, de mise à disposition de matériel pour une société qui présente une exposition Orient Express à Singapour. Et là, par contre, sur les locations et mises à disposition de patrimoine, on a prévu donc 50 000 €, donc une augmentation par rapport à cette année. Et on espère que ça va pouvoir se faire au second semestre. Enfin, ça a l'air, en tout cas, c'est bien parti pour que ça se fasse. Donc voilà, en gros, on a maintenu les dons manuels et non affectés de manière on compte sur les généreux donateurs pour nous aider dans cette période un peu difficile pour le musée. Donc voilà, donc on a un total des recettes de 158 010 €, sachant que l'an dernier on avait prévu 167 000, donc on a diminué grosso modo de 10 000 €. Et pareil, de notre côté, concernant les charges n'ont pas beaucoup baissé. On a diminué les charges de prestation de services, on a maintenu les charges de fourniture d'entretien et de petit équipement par rapport à ce qui avait été prévu l'an dernier. En gros, voilà, c'est essentiellement les dépenses qu'on a le plus réduit. Donc, ce qui nous donne un budget total de 158 010 €. Bon, je vous laisse regarder si je déplace pas trop vite.
Alors vous verrez, il y a des dépenses qui sont compensées par les abandons de frais. Tout ce qui est par exemple frais de déplacement des bénévoles, c'est généralement des abandons de frais qui sont voilà. De même dans tout ce qui est entretien et réparation sur biens mobiliers, maintenance. Maintenance contrôle technique, non, ça c'est du véhicule. C'est pour maintenir la circulation sur le RFN. Par contre, on a des choses comme les fournitures administratives ou les fournitures d'entretien et de petit équipement. Il y en a une partie aussi qui est reprise au niveau des abandons de frais, qui compense en fait. Donc avec 70 000 euros d'abandon de frais, on va dire en recettes propres, on est à, si on enlève les 70 000, on est à 80 000 euros. Voilà. Donc, voilà. Hop. Donc du coup, je demande à tout le monde de faire preuve de la plus grande retenue dans ses dépenses et de favoriser au maximum les abandons de frais. L'ensemble de la documentation comptable est à votre disposition sur rendez-vous au bureau du dépôt. Le bilan et le compte de résultats synthétiques seront publiés au journal officiel conformément à la réglementation en vigueur. Et les éléments comptables, de toute manière, sont à disposition sur le site ag.ajecta.net. Donc, je vous remercie de votre attention et de votre confiance. Et je passe la parole à Monsieur Brosseau pour son... Alors non, je vais d'abord passer la parole à Madame Richer pour savoir faire. Alors, c'est bon, on m'entend? Oui, on vous entend. Voilà, donc messieurs les présidents, vous bien expliqué voilà tout le déroulement des événements et les aspects financiers pour 2019. En commentaire supplémentaire, je dirais voilà le résultat qu'on finit à l'excédent et que la gestion a été bien maîtrisée, donc ça c'est une très bonne chose, que le bilan est bien équilibré. Malgré au départ voilà la baisse des recettes habituelles, donc comme vous a expliqué voilà le président, notamment le don de ferraille qui est pas neutre. Donc ce qui prouve que vous avez bien augmenté les recettes propres et donc vous avez bien rebondi. Donc ça marque aussi un petit peu l'évolution l'évolution de l'association. On retrouve un petit peu ça dans toutes les associations. L'évolution du schéma économique en fait par obligation. Au niveau des dépenses, pareil, plutôt une baisse globale des dépenses. Donc là, pareil, le message d'attention est bien passé. Donc ça, c'est pareil, c'est une très bonne chose. Il faut être très prudent. Donc tout ça, mis bout à bout, voilà, ça fait que tout se déroule bien et voilà et se finit bien pour l'année 2019. Mais effectivement, faut être prudent. En termes de charges aussi, on voit qu'il y a plus de charges d'amortissement, donc ce qui prouve qu'il y a des investissements. Donc, qui dit investissement dit amortissement. Donc, c'est aussi une bonne chose. Vous avancez dans les investissements, donc dans les projets. Et la trésorerie, en fait, a baissé, mais on la retrouve, en fait, en haut de bilan dans votre actif immobilisé. Donc, ça valorise le patrimoine, voilà, de votre association Ajecta. Donc, pareil, c'est une très bonne chose. Ça prouve que, voilà, il y a une réalisation de vos projets. Tout l'actif immobilisé représente quand même 83% du total du bilan. Donc, vous voyez, c'est très bien. C'est un bon équilibre. Et en termes de passifs, vos fonds associatifs représentent 97% du total bilan. Donc, ça, c'est tout, voilà, les réserves, les excédents que vous conservez pour vous permettre d'avoir des comptes équilibrés et de pouvoir avancer. Donc, je dirais que voilà, il y a une belle réalisation de vos projets qui étaient prévus donc en 2019 et que voilà, si vous avez des recettes qui rentrent, ça vous permet de faire avancer vos projets en fait. Donc c'est ça qui est important. Et dans tous les cas, vous n'avez pas d'endettement, vous n'avez pas de dette. On voit, il y a pratiquement pas de passif. Donc ce qu'il faut, c'est la prudence. Et il y a eu aussi j'avais demandé ce qu'il y a un petit budget prévisionnel, mais vraiment à minima en disant voilà, si tout est arrêté comme là on a connu avec cette crise, qu'est-ce qu'il faudrait pour couvrir à minima. On a vu qu'il y avait à peu près 40 000 euros de dépenses à couvrir à minima, donc c'est tout à fait réalisable et donc il y aura pas de soucis financiers majeurs, même au cas où, on va dire.
Tout ça, comme je disais, il y a une évolution du modèle économique de l'association. Et là, voilà, comme on disait, on est très vigilant sur le respect du statut associatif et surtout, voilà, pour pas se retrouver piégé par des impôts commerciaux, ce qui serait un petit peu dommage. Mais il faut faire attention. Voilà, c'est pas parce qu'on est en association qu'on est exonéré de tout. Donc là, on est vigilant. Voilà, comme disait Monsieur le Trésorier. Voilà, c'est pour en commentaire complémentaire. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Brosseau pour le rapport du commissaire aux comptes. Merci, Monsieur le Trésorier. Je vous présente en ma qualité donc de commissaire aux comptes et pour la dernière fois finalement cette année, puisqu'il y a un renouvellement qui se fait ou non à l'occasion de cette assemblée, de notre mission. Alors voilà, je certifie que les comptes qui vous ont été présentés par votre expert comptable et votre trésorier, donc, sont au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice 2019 écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association Agecta à la fin de cet exercice. Je n'ai pas d'observation particulière à formuler. Le point essentiel tenait notamment à la reprise d'un poste de réserve de 17 000 €, mais ça a été précisé par Olivier. Donc voilà, tout va bien encore sur cet exercice. Effectivement, un point d'intention assez marqué. Nous avons déjà travaillé avec nos équipes et nous allons continuer à le faire donc pour essayer d'apporter de la sécurité au niveau de la requalification possible que l'administration pourrait faire de certains de nos produits comme étant soumis à impôts commerciaux ou non. J'ai de bons espoirs malgré tout, puisqu'on a des bonnes pistes pour pouvoir justifier de la non-soumission de ces éléments. Comme l'a dit Olivier, ça dépend beaucoup du caractère finalement exceptionnel, de l'unicité des éléments de patrimoine sur lesquels vous travaillez. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Brosseau. Du coup, on va continuer. Donc, je vais passer la parole à Monsieur le secrétaire pour la présentation du scrutin organisé par Internet et par courrier. Philippe? Ouais. Ah. Allô, voilà, il est revenu. Il faut que je pense à allumer mon micro. Oui, tout à fait. Et je vais couper le micro des autres. Voilà. Donc, je vais vous présenter les modalités de scrutin pour l'AG spécifique à cette assemblée générale, donc qui se divise en deux parties. Il y a vote par correspondance ou vote électronique. Voilà. Je présente ça. Voilà. Donc vous avez reçu un document qui est affiché à l'écran maintenant, qui concerne l'organisation du scrutin pour l'exercice 2019 sur l'AG de mai 2020. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, Philippe, s'il te plaît? C'est tout mon problème, ça. Voilà. Donc, il y a deux types de votes. Un vote par correspondance, vote papier pour les gens qui n'ont pas d'accès Internet et qui ont reçu par courrier les éléments pour voter, donc qui se composent en une enveloppe pour le retour, un bulletin de vote à transmettre à l'Agecta avant le 12 juin. Pareil pour le vote électronique. Donc, le vote électronique, à la fin de la réunion d'aujourd'hui, vous allez pouvoir accéder au lien qui vous permet de voter. Normalement, vous avez reçu tous par courrier un code qui vous permet de voter en fonction des éléments que vous avez reçus par messagerie
Donc, si vous n'avez pas reçu de courrier, il faut absolument que vous nous contactiez pour qu'on vous envoie le code par SMS. Alors, je cherche le déroulé du vote parce que... Voilà, donc vous avez reçu un message électronique qui contient vos identifiants, un mot de passe et le lien du vote. Et vous avez reçu un courrier papier contenant le code pour le vote. Et avec ça, vous avez tous les éléments qui permettent de voter en suivant les liens qui vous sont joints. Le vote papier, donc, les votes papier arriveront au dépôt. Il y a une qui a été installée au dépôt et tous les courriers seront ouverts à la fin du vote, au dépouillement qui sera organisé le 12 juin. Avec le 12 juin, il y aura donc la fin du vote électronique et l'ouverture de l'urne, et comptage des enveloppes reçues, fermeture de l'urne, etc., opération de vote, et dépouillement et le vote électronique. Et les votes seront publiés sur le site agagk.net et disponibles au téléphone ou sur le répondeur au 09 72 57 42 80 23 à partir du 13 juin à midi. Donc ça, c'est pour la partie. Par contre, il y a, je ne vois plus les filaments. Pour les résolutions, il faut prendre la convocation, Philippe. Oui, la convocation. Alors, tu dois avoir le bulletin de vote quelque part. Ou le bulletin de vote, hein, c'est pareil. Hein. Si tu prends le bulletin de vote, tu as les résolutions dessus. Je vais présenter le bulletin de vote. Donc, sur les atomes qui arrivent, c'est bien. Voilà, le bulletin de vote. Tu veux que j'affiche j'ai la convocation là, à l'écran. Tu veux que je l'affiche? Sinon, j'ai le bulletin de vote. Allez, je te l'affiche. Tac. Convocation autorisée. Tac. Donc au niveau du vote, j'avais par contre, j'ai bulletin de vote à présenter. Attendez. Bon, pour le vote électronique, vous verrez, vous suivez les indications et les questions se déroulent automatiquement. Hein. Donc après, vous cliquez oui, non, je m'abstiens, selon ce que vous voulez répondre, et ça se fait automatiquement. Donc la première chose à faire, c'est de mettre votre code de vote. Ensuite, vous faites vos choix. Et enfin, vous mettez votre identifiant et votre mot de passe pour pouvoir mettre le bulletin dans l'urne. Ce qui équivaut en fait, le mot de passe et l'identifiant correspond à la signature sur la liste électorale comme on fait tous les ans en fait. Et pour le vote papier, manifestement, vous avez compris parce qu'on a déjà reçu des réponses au dépôt. Donc qui ont été mises dans l'urne scellée. Donc on a une urne qui est scellée et qui sera décellée le jour du dépouillement. Donc vos enveloppes ne sont pas ouvertes quand elles arrivent au dépôt. C'est pour ça qu'on vous a demandé de ne pas mettre de chèque, de rien mettre dedans, de mettre que le vote, parce que c'est des enveloppes qui vont dans l'urne. Elles arrivent, elles sont identifiées et donc du coup elles vont directement dans l'urne sans être ouvertes. Elles ne seront ouvertes qu'au moment du dépouillement. Elles seront ouvertes une par une pour vérifier la qualité du vote. Et ensuite, votre enveloppe de vote, une fois que la possibilité de vote sera validée, votre enveloppe de vote sera mise à nouveau dans l'urne, comme on ferait en vrai. Et là, c'est votre papier, votre bulletin d'accompagnement, le petit bulletin que vous avez signé, qui lui va donner la signature sur la liste électorale. Voilà. Donc c'est un peu particulier cette année. On est un peu
on est un peu, voilà, on aime bien les opérations de vote avec le bureau, voilà, toute la dynamique qu'il y a autour de ça. Mais bon, voilà, on peut pas cette année, on peut pas trop. Tu veux présenter les résolutions sur le bulletin de vote? C'est ce que je suis en train d'essayer d'afficher, mais je n'arrive pas. Ah bah attends, bouge pas, il faut peut-être que je coupe mon écran. Tac. Voilà, donc vous voyez le bulletin de vote. Alors, Il s'était affiché, mais il s'affiche plus là. ah oui, je ne sais pas pourquoi il a disparu. Ça marche ou pas, Philippe? Tu veux que je te l'affiche? Bah, je l'affiche et il disparaît. Bah, vas-y, affiche-le alors. Bien. Attends, là, on est en moins. Bon, il apparaît, il disparaît. Voilà, je te l'ai affiché là. Je sais pas si tu le vois. Moi, je le vois en tout cas, ouais. Donc, au niveau du vote, les questions classiques pour lesquelles vous êtes consultés concernent l'approbation du rapport moral lu par le président, le bilan financier, c'est celui qui a été lu par Olivier, par le trésorier, les comptes de l'exercice clos, ben ça c'est ce qui a été... C'est pareil, c'est le compte rendu du trésorier. Les comptes de l'exercice clos, c'est les comptes qui sont joints à la convocation de l'AG. C'est ça. Ensuite, le quitus aux administrateurs pour la gestion en cours de l'exercice 2019. Le budget prévisionnel 2020, donc, qui est pareil, qui est disponible avec la convocation. La question concernant le renouvellement du cabinet EOS Audit au poste de commissaire aux comptes et la société Gaïa Audit pour le poste de commissaire aux comptes suppléant. Ensuite, on a trois personnes candidates pour siéger au conseil d'administration. Donc, il y a Jean-Claude Poliot, Pascal Berger et Séverin Alexandre. Et ce sera les seules questions à lesquelles vous avez à répondre, oui, non ou abstention. Donc, soit par papier, soit par électronique, on trouve les mêmes dispositions dans le vote électronique que présenté à l'écran ici. Voilà pour moi. Merci. Est-ce que Guillaume? Oui. Est-ce qu'on fait poser les questions diverses d'abord et après Philippe fait la présentation des faits marquants, ou on fait les faits marquants d'abord et les questions diverses après? On fait les faits marquants d'abord. D'accord, ok.
Donc Philippe, la parole est toujours à toi. Si tu peux afficher les faits marquants. Ce serait On peut bien. faire l'effet marquant dans le sens où si jamais derrière ça suscite des questions diverses sur l'effet marquant. Oui, oui. Donc notez vos questions et après on fera une grosse session de questions-réponses. Ah, il faut peut-être que je coupe l'affichage du bulletin de vote parce que... Hop, crac. Est-ce que tu arrives à afficher les faits marquants du coup? Je vais réessayer encore une fois. Alors, l'aide de l'application. Partager. Vous voyez, c'est bon? Non. Rien. Moi, je le vois à l'écran pourtant. Ah non, on voit rien. Oh merde. Sinon, si d'un point de vue organisation, on peut faire les questions diverses en 2 temps. Hein. On fait les questions diverses maintenant, tant que tu te mets en place. Et puis, si jamais il y a d'autres questions après les présentations, ben comme tu veux, quoi. Philippe, on te voit, enfin, ouais, on te voit plus. Ah, ça y est. Ah, ben voilà. Je crois que c'est parce que j'avais coupé ma caméra. Ouais, peut-être. Bah, c'est bizarre parce que là, on me voit en plus de... Oui, d'accord. Si là, je coupe la caméra, oui. Et là, vous voyez toujours... Non, non. Ah oui, si, on voit toujours l'écran là, ouais. C'est bon, on voit l'écran. Alors, je sais pas si ça bouge, si tu le fais bouger, mais... Alors, attends. Ça descend, là? Ouais. Ça bouge. Bon, allez, on y va. Donc, je vous ai préparé une présentation concernant les faits marquants 2019. Alors, je suis très réservé, c'est-à-dire que j'ai pu en oublier beaucoup. Je n'ai relaté que les faits que je connaissais et les faits que j'estimais importants. Il manquera toute la partie travaux classiques, d'entretien, de maintenance qui se font en semaine, dont je n'ai pas tous les éléments et qui n'entrent pas dans les faits marquants 2019, mais qui font partie de l'activité principale de l'association, hors tous ces événements. Donc, première étape concernant les membres de l'AGECTA. Donc, en 2019, nous avons 199 membres. C'est en baisse par rapport à 2018, puisqu'on en avait 212, avec une répartition qui est assez focalisée sur l'Île-de-France, principalement pour les membres, avec une petite partie d'habitants de Longueville et une grosse partie d'habitants en Seine-et-Marne. On a très peu, enfin, une minorité de gens qui sont hors Île-de-France, pour un total de 199 membres. Au niveau de la répartition par tranche d'âge, donc effectivement, on a une population qui est assez, j'ai envie de dire âgée, qui est assez ancienne. On a une grosse majorité de membres qui ont plus de 61 ans, sachant qu'il y en a 33 qui n'ont pas donné leur âge, et on a une très faible population en deçà de 30 ans. Ce qui peut expliquer l'absence de renouvellement dans les membres, et donc la baisse des membres en 2019. Sachant qu'en 2020, si on se base sur la progression qui fait qu'en fait les membres adhèrent principalement en janvier, il y a 45% des membres qui ont adhéré en janvier 2019, de la même façon que la grosse majorité des gens ont adhéré en janvier 2020, et on arrive à un estimatif, on a actuellement 116 membres qui ont adhéré, et donc sur cette base-là, on arriverait encore à une baisse d'effectifs en 2020, on arriverait à 180 membres. Donc on est toujours en baisse dans les effectifs. Alors, ça, au niveau des événements majeurs de 2019, en circulation, nous avons donc eu le train des œufs de Pâques, qui a été une bonne circulation, avec 2 circulations le dimanche et le lundi, un remplissage qui était assez bon. Ensuite, on n'a plus aucune circulation entre le train de Pâques et les journées vapeur.
Ensuite, donc la circulation des journées vapeur a été relativement bien remplie aussi, avec deux trains, un train au départ, donc deux trains au départ de Longueville pour aller à Viguier-Saint-Georges le samedi et le dimanche, et ensuite le train du Père Noël suite à l'annulation du train d'Halloween, donc le train du Père Noël qui était entre Provins et Viguier-Saint-Georges, avec un remplissage de 100% et une fermeture des réservations quasiment 15 jours avant le départ du train. Donc globalement, on fait peu de circulation, mais les rares circulations qu'on fait sont très très bien remplies. Ensuite, on a les soirées à thème, donc la soirée de la Saint-Valentin et la nuit des musées, qui sont en baisse constante d'année en année. On a un taux de remplissage assez correct, je dirais, pour la soirée de la Saint-Valentin. Par contre, la nuit des musées, ça reste assez faible. On n'arrive pas à justifier en fait, et attirer les visiteurs sur ce sujet-là. Donc il y a une réflexion qui est en cours pour savoir si on maintient ou pas cette nuit des musées. Sachant que pour cette année 2020, la question ne s'est pas posée puisqu'on était en confinement. Si on prend le déroulé sur l'année, donc on a eu en début d'année le trameur qui est venu faire une opération sur site. Ils avaient besoin de bénévoles pour les aider, et donc le but était de lever 2 machines pour changer les essieux. Ça a été fait donc en janvier. En février, nous avons eu la soirée dîner de la Saint-Valentin qui, comme on a vu, a été relativement bien remplie. Principalement, ce qui attire les gens, c'est quand même la voiture Pullman. La voiture restaurant, on l'a remplie après la Pullman, mais ça reste le complément. Alors ensuite, en mars, ce que j'ai considéré comme étant en mars, mais en fait ça a été toute l'année, on a fait des travaux de voie, donc il y a eu des travaux de voie qui ont été faits par les bénévoles de la GECTA ou par la proposeuse Briffair, qui a donc changé en temps d'aiguille dans le faisceau. Et les bénévoles ont installé 2 nouvelles voies, ont prolongé 2 voies au niveau des faisceaux d'Jérémy, en bout de voie. En avril, nous avons eu le train des œufs de Pâques. Donc le train des œufs de Pâques au départ de Provins, remplissage à 75%. Donc le principe, c'était un train entre Provins et Viguier-Saint-Georges, une chasse aux œufs dans la gare de Viguier-Saint-Georges, plus la visite du musée et de la gare pendant le changement de bout de la machine. Les 2 trains ont été relativement bien remplis, il y a quand même plus d'adultes que d'enfants, et ça reste une opération qui marche bien et qui est redemandée par les voyageurs. En mai 2019, nous avons eu notre première circulation qui a concerné une soirée anniversaire, enfin une journée anniversaire dans le train avec restauration à bord, Pullman et resto, et un aller-retour Longueville-Viguier-Saint-Georges dans la journée. Malgré le temps pourri, les visiteurs et les voyageurs ont été très contents de leur prestation, et il y a eu une prestation donc, assurée par l'équipe de l'escale de Jutigny qui assurait la restauration, avec les bénévoles de la GECTA pour assurer l'encadrement du train. Alors, en juin 2019, il y a eu le retour de la P30. J'ai mis que quelques photos parce que j'ai déjà diffusé pas mal de photos. Donc, il y a eu 2 semaines de préparation en Suisse avec Jean-Claude, Luc et les équipes de la CITEV pour préparer la machine qui a été démontée en 3 morceaux, la chaudière, le châssis et le tendeur qui ont été pris donc, sur 3 camions différents et ramenés sur Longueville avec un camion supplémentaire qui transportait les pièces détachées. Alors en juillet, c'était pas en juillet, c'était le 29 et 30 juin, le Festival du patrimoine de Seine-et-Marne, donc qui a représenté à peu près une rentrée d'argent assez conséquente pour la boutique et une bonne subvention pour la GECTA, mais une fréquentation très très faible puisque en fait à l'époque il y avait une canicule qui a fait qu'on a eu peu de visiteurs, mais bon, ça reste financièrement une opération intéressante. L'opération 2020 est annulée pour cause de Covid et sera reportée l'année prochaine aux mêmes dates pour une prestation donc sur Longueville comme prévu initialement.
En août, on a ouvert une nouvelle salle de réunion qui donc fait office de salle de formation et de loge pour le cinéma ou d'accueil pour les équipes photo, de shooting photo ou de tournage de cinéma. Alors ensuite, en septembre, il y a eu une journée vapeur, 21 et 22 septembre. Le chiffre de visiteurs est un peu à la hausse par rapport à 2018, mais reste quand même relativement bas par rapport à d'autres années où on avait atteint des chiffres plus importants. Les exposants continuent à venir. Globalement, on n'a pas de baisse de fréquentation en tant qu'exposant. La baisse de chiffre d'affaires revient au simple fait qu'on ne fait plus le salon au mois de mai. Donc du coup, on divise par 2 les recettes d'exposants. Donc on a eu 2 circulations vapeur le samedi et le dimanche entre Longueville et Villiers-Saint-Georges, avec un taux de remplissage assez intéressant. Globalement, les visiteurs qui sont venus, principalement le dimanche, ne sont venus que pour la circulation ferroviaire. En fait, on fait quasiment la moitié de visiteurs le dimanche par rapport au samedi. Le samedi étant des visiteurs qui viennent d'abord pour le salon et ensuite pour le train. Le dimanche, ce sont des gens qui ne viennent que pour le train. Ce qui fait qu'on a on fait 700 visiteurs le samedi et on n'en fait plus que 400 le dimanche. Ce qui est une inversion de chiffre par rapport à 2017, où on faisait 2 fois plus de visiteurs le dimanche que le samedi. Alors ensuite, en octobre, nous avons eu l'opération du VRVR A, donc j'ai pas trop d'infos parce que j'étais en vacances. L'opération s'est bien passée jusqu'à l'incident de la 140C de la boîte d'essieu sur le tendeur, avec le coussinet qu'il a fallu changer. Donc on a arrêté les circulations. La dernière circulation du dimanche a été faite avec le 63000 et la machine a été arrêtée. La rame est revenue avec le 63000 à Longueville. Malheureusement, le 63000 n'a pas supporté le voyage. Et ensuite, il y a eu tout le mois de novembre des travaux à Sucy, dans les ateliers de la RATP, pour changer le coussinet, pour un retour de la machine qui s'est fait fin novembre, juste à temps pour assurer le train du Père Noël qui a eu donc le 15 décembre. Un classique et qui reste la meilleure circulation en termes de remplissage, en termes de remplissage pour le train, et donc qui fait que on a eu un très bon événement. Donc pareil, là c'est une circulation entre Provins et Villiers-Saint-Georges avec une dégustation de crêpes et de boissons chaudes dans le hall de la gare de Villiers-Saint-Georges et qui a donc très bien fonctionné. Ça, c'est pour les événements sur l'année. Nous avons un chantier au long cours qui est donc la VP 4024, qui est en cours de restauration. Là, je vous présente des photos qui ont été prises en début janvier 2020, qui n'ont pas l'état d'avancement des travaux. Actuellement, en commande, il y a les fauteuils qui sont en train d'être réalisés et qui sont commandés. Donc, devraient être livrés d'ici peu. Ensuite, le musée. Donc, le musée, on est en augmentation, une fois de plus, avec 2700 visiteurs individuels et groupes compris, sachant qu'on a eu 5002 groupes organisés par l'Office de tourisme de Provins. Donc là, c'est juste une rentrée d'argent pour nous et il n'y a pas de guide AGECTA, ce sont des guides de l'Office de tourisme qui assurent la visite et qui ont été formés pour ouvrir le musée et leur fermer derrière eux, donc il n'y a pas d'intervention de bénévoles. C'est une opération blanche pour nous et financièrement intéressante. Donc cette année en 2020, malheureusement, tous les groupes sont annulés. Je pense que d'ici le mois d'août, on ne pourra pas accueillir de groupe dans le musée. Et donc, quand vous voyez les fréquentations pour mai-juin 2019, ça vous donne l'idée de la perte que ça va représenter pour le musée en 2020, sachant que c'est quand même les 2 mois les plus importants en termes de groupe, déjà, et en termes de visiteurs. Donc, en fait, on a fermé de mars à juin à Lila. On espère rouvrir en juillet si on arrive à trouver des solutions, parce que pour le moment, on n'a pas d'autorisation de la préfecture pour ouvrir, sachant qu'on peut faire un mois d'août relativement bien, et
qui est un module qui est légèrement relativement bien rempli en termes de visiteurs individuels. Mais effectivement, on va perdre quand même un gros potentiel de visiteurs en groupe. Donc pour 2019, ça reste une bonne année, avec des dépenses à la boutique qui sont toujours relativement faibles, mais qui entretiennent quand même un niveau de rentrée d'argent assez intéressant. Et voilà, donc c'est la fin de la présentation. C'est, je pense, à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous souhaite une bonne fin de séance. Alors, comment on demande ça? Donc là, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions diverses, non, Philippe? Ouais. C'est bon. Donc, Philippe, on va, pour les questions diverses, ce que je te propose, c'est de récolter les questions qui vont arriver par YouTube. Et pendant que les questions arrivent par YouTube, je vais... Voilà. Donc, normalement, on doit pouvoir entendre tout le monde, tous ceux qui sont au téléphone. Alors, parlez pas tous en même temps. Est-ce que vous avez des questions pour ceux qui sont au téléphone? Il y a 3 personnes au téléphone. Je vous ai réactivé le micro, donc normalement vous devriez pouvoir vous exprimer si vous le souhaitez. Il n'y a pas de questions diverses? Pas au téléphone pour l'instant. Est-ce que sur YouTube, tu as des choses, Philippe? Alors, il y avait déjà une question qui est arrivée par mail il y a une semaine, que j'ai envoyée à Guillaume. Qui peut-être la... Ah bah attends, parce que du coup, je ne l'ai pas ouverte, tu peux la lire? Ah bah attends, faut que je la retrouve. Attends, parce que je ne l'ai pas ouverte, tu peux la lire? Évitez d'être au téléphone et sur Internet ou en même temps, ou d'avoir 2 haut-parleurs en même temps, parce que ça, on s'entend en écho dans le système. Oui, bonjour, c'est Gérard. Par contre, c'est plus pratique pour poser les questions, peut-être par téléphone. Vas-y, Gérard, on t'écoute. Oui, bonjour, alors c'est Gérard. Ma question est, est-il prévu la réparation ou le remplacement du 63 000 qui peut servir en abois ou de secours lors des circulations vapeur? Alors, voilà, je coupe mon téléphone. Ok. Donc, de toute manière, je voulais faire un complément d'infos sur le 63 000. Donc, ça tombe bien que tu poses la question. Donc, déjà, pour info, je tiens à préciser une chose, c'est que le 63 000, il a été expertisé par un dieseliste SNCF de Villeneuve, expert, entre guillemets, de ce type d'engin, en fait, du moins de la série. Et bon, même s'il n'y a pas forcément besoin de le préciser, mais je précise quand même, l'avarie du moteur qu'il y a eu n'est pas consécutive d'un mauvais entretien de notre part. Voilà, c'est la vieillose du moteur diesel. On a récupéré quelque chose qui n'était pas neuf, hein, on savait déjà quand on l'a récupéré. Et donc, grosso modo, les jeux s'accentuant avec le temps, un défaut de graissage dans le moteur diesel a occasionné du coup son avarie. Voilà, donc on n'est pas en responsabilité de la panne de l'engin. Par rapport à la suite de cette panne, concrètement aujourd'hui, il y avait 2 pistes qui se profilaient. C'était ou le remplacement du groupe motogénérateur, c'est-à-dire moteur génératrice, ou carrément le remplacement de l'engin. Après concertation avec la cellule matériel radié SNCF, il s'avère qu'il sera plus simple de partir sur un remplacement complet de l'engin. Donc, c'est-à-dire que bien qu'aujourd'hui, il est figé en termes de décision, mais vraisemblablement, ça sera plus simple de restituer celui-ci pour l'envoyer au recyclage et en récupérer un autre, puisque la série est encore bien présente dans le parc SNCF. Donc, il y aurait possibilité éventuellement de substituer cet engin-là avec un autre qui
partiraient aujourd'hui en radiation. Voilà. La SNCF nous a proposé 2 engins, à voir quelle suite on donne et ce qu'il est possible ou pas d'avoir en fonction des potentiels restants sur les engins. Voilà. Donc pour l'instant, voilà, le projet c'est celui-là, c'est-à-dire que bon, voilà, on va essayer de travailler sur le remplacement complet de l'engin moteur plutôt que changer juste le groupe motogénérateur, qui paraît beaucoup plus compliqué à organiser. Ça répond à ta question, Gérard? Gérard? On t'a perdu? Il est reparti sur YouTube, Gérard, je pense. D'accord. Il avait dit qu'il posait la question par téléphone et après il repartait sur YouTube. Bon, j'espère avoir répondu à la question. Question suivante, ou au pire, Gérard, si je n'ai pas répondu. Oui, ça y est, je vous ai repris. Oui, Gérard. Donc, Guillaume te demandait si ça correspond. Oui, j'ai bien compris. Merci de ta réponse. Merci de ta question. Donc la question qui est arrivée par mail, ça concerne une question de Olivier Persson, qui demande, lors des circulations du billet... Vas-y, Gérard. Oui, juste pour finir, un délai pour le remplacement éventuel, non, tu as une idée? Non, pas de délai. Pas de délai parce que c'est comme souvent avec la SNCF, c'est que bon, il faut qu'on arrive à savoir déjà si les 2 engins qui nous sont proposés ont du potentiel restant de façon à pouvoir le faire. Je dis bien agréé entre guillemets parce qu'on n'a plus d'agrément maintenant, mais le faire agréer sans faire une révision complète de l'engin. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à faire expertiser le moteur diesel de façon à éviter de récupérer un moteur diesel qui, dans 6 mois, nous lâcherait comme celui-là nous a lâché maintenant. Là, avec le confinement, c'est impossible d'envoyer quelqu'un faire une expertise moteur diesel. On va peut-être pouvoir arranger ça très prochainement, mais bon voilà, après il y a une démarche administrative qui va être longue parce qu'il faut faire une demande de convention et puis c'est toujours pareil avec la SNCF, c'est-à-dire que si on a le bon interlocuteur ça peut aller vite, si on n'a pas forcément le bon interlocuteur ça peut être très long. Voilà, donc concrètement on travaille dessus depuis la panne qui s'est produite à l'automne, on avance petit à petit. Mais bon, je pense pas qu'on ait un nouvel engin d'ici la fin d'année. Ok, Guillaume. Merci Gérard. Philippe, je te repasse la main. Merci pour ta réponse. C'est bon pour moi. Ok, merci. Donc la question qui est arrivée par mail. Donc lors des circulations vers Villiers-Saint-Georges, la rame part désormais de Provins. Je souhaiterais savoir s'il sera possible de revenir à l'ancienne formule qui partait du dépôt et qui permet de visiter le musée et de voir la machine sur le pont tournant. Question d'Olivier Persson. Alors, Olivier, j'espère que tu nous regardes de façon à avoir la réponse à ta question. Alors, pour info, il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est-à-dire que la locomotive, aujourd'hui, elle part toujours du dépôt quand elle monte à Villiers-Saint-Georges. La seule chose que l'on ne fait pas, c'est de vendre les billets au départ de Longueville en dehors des journées des journées européennes du patrimoine. Parce que, pour la simple et bonne raison, c'est que le départ du train voyageur au départ de Longueville nous impose, enfin, la SNCF nous impose des mesures de cadenassage des aiguillages pour pouvoir faire rouler des voyageurs dans le triage de Longueville qui sont extrêmement lourdes et chronophages. Donc, pour éviter ceci, et pour une plus-value qui est somme toute
va dire, très faible. On vend donc le train part de Longueville, mais par contre, on vend les billets qu'à partir de Provins, pour faire des Provins-Villiers, Villiers-Provins. Ce schéma-là, il est valable pour tous les trains Père Noël, Pâques, Citrouille et autres. Par contre, il n'est pas valable pour les journées européennes du patrimoine où, effectivement, comme le point central reste le musée et la rotonde, là, pour le coup, on met en place les mesures de protection dans le triage de Longueville pour faire les circulations entre Longueville et Villiers-Saint-Georges. Mais voilà, il faut savoir que c'est une procédure qui est longue, compliquée, qui nous demande beaucoup de travail en amont, qui demande beaucoup de travail sur place, des agents habilités à des fonctions de sécurité qui pèsent lourd dans l'organisation. Donc pour toutes ces questions-là, en fait, on a choisi effectivement de vendre les places au départ de Provins et plus de Longueville en dehors de l'Union européenne du patrimoine. En gros, ce qu'on peut dire sur le temps qui est mis pour mettre en place les protections et les enlever, en gros, c'est 3 heures de travail pour mettre en place les protections et 3 heures pour les enlever. Donc, ça veut dire que pour un train qui roule, donc il va mettre 4 heures pour faire Longueville, Villiers, Villiers-Longueville, eh ben, on a 6 heures de travail de préparation et de blocage du faisceau de Longueville. Avec très peu de personnes habilitées à le réaliser et très peu de personnes pour être intéressées pour être habilitées à le faire. Donc voilà, pour donner une idée, ce travail-là, il y a moins de gens que pour conduire la locomotive. Donc à partir de là, pour l'association, c'est un peu compliqué. Et déjà, il n'y a pas beaucoup de monde pour conduire la locomotive. Comment ? Et déjà, il n'y a pas beaucoup de monde pour conduire la locomotive. Et déjà, il n'y a pas beaucoup de monde pour conduire la locomotive, exactement. Et en plus, à ceci près, pour rebondir sur ce que dit Olivier, c'est que de par la configuration, de par l'exploitation de la ligne en elle-même, Provins-Villiers, il nécessite déjà une habilitation de chef de manœuvre pour manipuler les commandes radio de passage à niveau et les installations de sécurité sur place en gare de Villiers. Ce qui fait que ça nécessiterait pour chaque train au départ de Longueville un agent habilité chef de la manœuvre qui resterait à Longueville pour mettre et retirer les mesures de protection et les modifier pour le retour en milieu de journée. Et en plus, quelqu'un sur le train de la même habilitation pour faire les commandes de passage à niveau. Donc du coup, ça veut dire 2 personnels formés à la même fonction de sécurité. Et concrètement, c'est trop lourd d'un point de vue organisation. Voilà, je ne sais pas si Olivier, tu es en ligne et qu'on a bien répondu à ta question. Je pense que oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Il y a des questions qui sont arrivées sur YouTube. Donc, sur YouTube, j'ai la question. Vous m'entendez? Oui. Ouais, vous m'entendez bien parce que je suis en voiture. Donc, moi, je vous reçois pas très bien, mais est-ce que vous m'entendez bien, vous? Ouais, c'est vrai? Ouais. Ouais, vas-y, on t'écoute. Ah, très bien. Bon, bonjour à tous. Moi, j'ai 3 questions. Je vous les donne d'entrée. Vu que je vous reçois mal, comme ça sera fait. Ma première question, c'est le retour de la chaudière de la TB 407. Ma deuxième question, c'est le poste de Cravant, savoir où ça en est. Et la troisième question, c'était le 63 000. Donc, tu y as déjà répondu. Voilà. D'accord, parfait. Donc du coup, la chaudière de la TB, j'ai déjà répondu, mais peut-être que tu n'étais pas connecté au tout début. Donc la chaudière de la TB, normalement, elle devait revenir le 30 mars, ça a été repoussé, question Covid. Là, avec le déconfinement qui se profile, je pense que l'arrivée de la chaudière va se faire dans le mois courant, le mois ou le mois et demi courant. Parce que... D'accord, le mois de juin ou le mois de juillet, c'est ça? Ouais, voilà, courant mois de juin ou mi-juillet, parce que de toute manière, la société ACIC d'Alès qui a la chaudière a absolument besoin de la place pour un autre chantier. Donc, du coup, vu que la chaudière est terminée d'un point de vue du contrat,
eux, ils souhaitent absolument qu'on la récupère au plus vite. Donc je pense que dans le mois et demi, on va pouvoir récupérer la chaudière. Après, restera à voir ensemble sur le sujet-là. On restera ensemble la question de savoir où on fait le chantier pour le reste des entretoises. Concernant le poste de Cravant, alors le poste de Cravant, la société Mirvaux Menuiserie, qui est basée à l'Échelle, a récupéré l'ossature du poste pour réparer ce qui avait été endommagé et poursuivre ce qui n'a pas pu être terminé malheureusement par le lycée des Pannevel de Provins. Donc le chantier est redémarré et voilà. Bon, mais ça a été redémarré au mois de mars. Ils sont venus chercher les morceaux du poste. Donc faut leur donner un peu de temps, mais bon, on va dire que je suis plus optimiste qu'il y a 1 an ou 2, quoi. D'accord. Et concernant le poste de Cravant, est-ce que nous, on a des choses à faire, c'est-à-dire les sous-bassements pour faire avancer le chantier, ou est-ce que c'est une société extérieure qui va le faire? Pour l'instant, j'en sais rien. Il faut que je vois encore avec la société comment ils voient ça, parce que bon, la question de sceller les pierres d'angle maintenant, elle est peut-être un peu prématurée, sachant que, à mon avis, faudra faire le sous-bassement, sceller le sous-bassement, au moins les pierres d'angle quand le poste sera dessus. Parce qu'une fois que ça sera scellé, on ne pourra pas déceler pour ajuster si jamais il manque 1 centimètre d'un côté ou s'il y a trop d'un autre. Ok, bah écoute, tu as répondu à mes questions. Bah, merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Alors, il y a une question qui est arrivée concernant les journées vapeur, si elles sont toujours prévues. Alors, pour l'instant, le calendrier des événements à venir est maintenu. À ceci près, la seule chose qui est supprimée de manière sûre et définitive, c'est le festival du département Emmenez-moi, qui se tiendra en 2021 et puis en 2020. Mais concernant les journées vapeur, pour l'instant, le déconfinement, comme vous le savez, se fait petit à petit. Et aujourd'hui, on souhaite continuer l'idée de proposer quelque chose. Après, avec le temps et puis les mesures d'assouplissement qui se mettent en place, on verra s'il est judicieux ou pas de maintenir. Mais voilà, la doctrine que l'on a en ce moment, c'est de ne pas tout annuler parce que bon, et voilà, on est un peu comme tout le monde, hein, on a aussi besoin d'avoir des rentrées d'argent pour pouvoir payer nos charges. Et puis lancer des projets et puis faire vivre nos projets. Donc concrètement, on souhaite maintenir autant que faire se peut les journées vapeur et puis le train de la citrouille et le train du Père Noël. Maintenant, après, ça sera en fonction de ce qui sera possible de faire en termes de distanciation sociale dans le train, d'accueil du public sous la rotonde, d'accueil du musée aussi. Donc concrètement, voilà. Aujourd'hui, on n'annule rien, mais c'est pas dit qu'on n'annulera pas dans un mois en fonction de ce qu'on pourra ou pourra pas faire. Voilà. On est toujours un petit peu dans l'expectative, on avance à tâtons et petit pas par petit pas. Mais voilà, concrètement, c'est un peu difficile aujourd'hui de se prononcer, sachant que c'est pareil, hein, le clou de la manifestation, en plus de la circulation du train, c'est aussi les exposants sous la rotonde. Donc là, je sais que Philippe a sollicité les exposants pour leur dire que pour l'instant on maintenait, et je pense que, je ne sais pas si tu as eu des retours ou pas des exposants, savoir si ils comptaient maintenir leur venue ou pas. Ils maintiennent, il n'y a pas de souci. Ils maintiennent. Donc au niveau des exposants, pour l'instant, on n'a pas trop d'inquiétude à avoir. Après, ça sera, ce qui va être décisif, ça va être les mesures de distanciation, ce qu'on pourra organiser en termes d'accueil, et puis sachant que un petit peu à l'image du musée, il y a tout un protocole qui doit être validé par la préfecture. Enfin, du moins, c'est la règle actuellement. Après, on verra si ça sera un petit peu plus souple à l'avenir. Mais voilà, pour l'instant, dans l'idée, on maintient. C'est pas gravé dans le marbre, mais dans l'idée, c'est pour l'instant, on poursuit le projet Journée Vapeur, le projet Train de Citrouille et Train du Père Noël.
Parce que voilà, on a besoin de faire parler de nous, on a besoin de vivre. Et puis, ne serait-ce que pour nous, moralement, c'est quand même bien de pouvoir organiser quelque chose. La question qui est la réouverture au public. Donc, je pense que c'est pour le musée. Ben justement, j'allais rebondir sur la réponse de Guillaume concernant les manifestations à venir et la question de la réouverture du musée. Là, je parle en tant que trésorier. En gros, aujourd'hui, quand on regarde les protocoles qui sont imposés aux professionnels pour ouvrir au public, qui imposent la mise à disposition de gel hydroalcoolique, la désinfection des sanitaires de manière draconienne, c'est quelque chose que je vois assez compliqué à mettre en œuvre à la JECTA, parce qu'on ne va pas demander à des bénévoles qui viennent pour tenir la caisse du musée de nettoyer, désinfecter les toilettes comme le feraient des professionnels. Et si on doit passer la recette du musée dans la sous-traitance à une société pour désinfecter les toilettes, je ne vois pas trop l'intérêt d'ouvrir. Donc en gros, ce que je veux vous dire, c'est que je serai très vigilant en tant que trésorier à ce que le désir de faire des choses ne nous coûte pas plus cher que de ne rien faire. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, on n'a pas l'autorisation de la préfecture pour réouvrir. Donc, on est en attente des nouvelles obligations liées aux nouvelles déclarations du Premier ministre jeudi soir. Donc, aujourd'hui, il n'est pas question d'ouvrir le musée dans un délai assez proche. Oui. Il y avait une question qui concerne... On a un pont audio, là. Pardon? On a un pont audio, là. Ah. 11 heures en France, c'est déjà ça. Et bonjour. Non, je pense que c'est un bruit de fond, en fait. C'est un bruit de fond, ok. Bon, Philippe, alors continue. Il y avait une question concernant la remise en service du Y2400. Oui, c'est de qui la question? C'est un chaillot qui pose. Y a-t-il un projet de remise en service du moteur du 2500? Oui, on est rendu début février. C'est toujours un bruit de fond, là, le pont audio, là? Oui, c'est quelqu'un qui parle au téléphone. Je vais de nouveau rendre le pont audio muet. Comme ça, après, je le rouvrirai quand tu auras répondu à la question de Philippe. Donc, du coup, concernant le moteur du yo-yo, là, le projet, c'est un projet qu'il faut plutôt demander à Pierrot, qui est, je dirais, le seul compétent en la matière. Plus que moi, hein, si j'avais des compétences, ça se saurait. Donc, pour moi, il est toujours question de l'entretenir et puis de faire ce qu'il y a à faire dessus. Après, c'est un petit peu à l'image de ce qu'on a vécu avec le moteur Willem du BDR. C'est que après, quand on a des problèmes de moteur diesel à proprement dit, c'est un peu délicat. Donc, je sais que, me semble-t-il, sur des culasses, on a des amorces de fissures au niveau des lumières de soupape. Je ne sais pas si je dis peut-être des conneries, mais moi je les ai eues en tout cas. Donc il y a des fissures il y a des amorces de fissures. Donc c'est pour ça que pour l'instant il a été mis à l'arrêt. Je pense que, je m'avance peut-être, mais je pense que de manière provisoire ou vraiment, si vraiment ça le nécessitait, on pourrait le remettre en marche. Si jamais on avait besoin de, là comme là, il y a le 6500 qui est en carafe aussi, peut-être qu'on pourrait le remettre en service le temps d'eux. Maintenant, voilà, après, à partir du moment où on a des fissures sur les culasses, bon, vaut mieux pas trop tirer sur la corde. Donc après, concrètement, là, c'est plutôt Pierrot qui serait compétent pour répondre. Et je te dirais que comme tu es à l'atelier souvent avec lui, n'hésite pas à lui poser la question directement. Maintenant, je lui poserai la question, ne serait-ce que pour qu'on puisse répondre à l'Assemblée. Donc voilà, mais voilà, dans le détail, il n'y a pas de projet de l'arrêter définitivement, de le ferrailler. Non, on n'est pas dans cette optique-là.
Voilà, l'idée c'est bien de faire quelque chose avec le moteur diesel de façon à pouvoir le redémarrer, sachant que cet engin-là, on l'a quand même récupéré dans le but de pouvoir tourner la 141 TB 407 avec un yo-yo de faible longueur et puis qui freine. Donc le 2000 étant entre guillemets idéal pour ça, non, il est vraiment indispensable qu'on envisage sa restauration. Alors rapide ou pas, je ne sais pas, hein, tout dépendra des questions de trésorerie. Comme vous l'avez bien compris, il faut qu'on reste très vigilant sur les dépenses. Et d'autant plus cette année où, en plus de tout le reste, on a le Covid qui nous tombe dessus, donc qui a mis un gros frein à tout ce qui est cinéma, shooting photo et tout pendant 3 mois. Donc voilà, donc, le projet 2000, il n'est pas abandonné, loin de là, et on va se pencher dessus. Donc il y a une question il y a plusieurs intervenants qui posent la question concernant le projet de Singapour, savoir où ça en est. Donc c'est une question de François Pain, de Bernard Neveu. Donc ils veulent avoir une information sur l'avancement du projet de Singapour. Alors, le projet d'avancement, c'est que Singapour a été reconfiné récemment. Aujourd'hui, jusqu'à début de semaine, le projet était maintenu et devait se faire à partir de septembre. Bon, finalement, il y a encore eu rebondissement et on est sur une date d'ouverture de l'expo pour décembre. Voilà, alors je sais que c'est peut-être risible, c'est tout ce qu'on veut. Bon, l'histoire elle est mal emmanchée depuis le départ par rapport à ce projet-là. Malheureusement, la crise Covid, elle n'est pas du tout, peut-être pas du tout en la matière. Maintenant, voilà, on a Lydie Blondeau qui est organisatrice de l'événement, qui croit à son projet. Nous aussi, enfin moi pour ma part, j'y crois beaucoup. On va tout mettre en œuvre pour que ça se fasse. Mais voilà, donc du coup, c'est décalé pour l'instant décembre, en espérant qu'il n'y ait pas encore un décalage plus tard. Voilà, parce que bon, après, il y a des problématiques de location de terrain là-bas qui font que bon, une fois que l'activité touristique d'exposition va reprendre à Garden by the Bay, qui est le site d'exposition là-bas, on pourra peut-être plus trop décaler dans le temps. Donc, je pense que la dernière fenêtre de tir, ça va être de décembre à juillet 2021. Et j'ose espérer qu'on arrivera à faire bouger nos matériels pour qu'on soit opérationnel là-bas. Aujourd'hui, il n'y a pas de remise en question du projet dans le sens où Lydie a toujours l'appui de ses investisseurs. Et donc, pour l'instant, pas de remise en question de sa part et pas de remise en question de notre part à nous. Donc, voilà, on n'attend plus que les possibilités d'acheminer le matériel là-bas et d'organiser tout ça. Donc, grosso modo, on a entre 5 et 6 mois pour peut-être le temps du transport, on va dire 4 mois et demi, 4 mois et demi pour voir partir les trains, quoi. J'espère que j'ai répondu à la question. Il y a une autre question qui vient de Alain Ricoeur qui concerne le repas de la Saint-Valentin et les journées du musée. Est-il envisageable d'animer le matériel locaux en tête avec fumigène et sonorisation escape game, par exemple, donc pour les Saint-Valentin, musée, poste fixe? Attends, tu peux redire la question? En gros, c'est mettre des fumigènes dans une machine pour mettre en tête de la rame? Ouais, faire une animation locaux en tête avec fumigène et sonorisation. Alors après, bon, là, merci Alain de ta question. Concrètement, je te dirais que tout est réalisable dans l'absolu où on a le nombre de bénévoles suffisant pour le mettre en place, le mettre en œuvre. Malheureusement, comme souvent, ce type de prestation qui en plus se déroule à cheval sur la fin de soirée, voire même la nuit, on a souvent un déficit de membres qui permet d'organiser à bien ce genre de prestation. Ça retombe souvent sur les mêmes épaules et souvent celles de Jean-Claude.
qui fait ça peut-être pas tout seul, mais presque tout seul, qui supervise la chose de A à Z. Il le fait très bien et c'est tant mieux. Maintenant, après, le problème qu'il y a, c'est que comme il se retrouve souvent tout seul ou pas assez, ou du moins pas assez nombreux pour le faire, on paraît souvent au plus pressé et au plus efficace. Après, je te dirais que si jamais il y a les bras et la volonté de sa part et de la part d'autres pour développer le produit d'une manière autre ou un peu mieux, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, on est ouvert. Maintenant, voilà, la crainte qu'il y a, et je vais faire un retour d'expérience par rapport à Pâques l'an dernier, pas à Pâques, par rapport à la Saint-Valentin l'an dernier, c'est que faute de personnel suffisant, on s'est retrouvé à faire des manœuvres à la hâte et on a déraillé la voiture restaurant. Donc l'idée c'est pas de vouloir tout faire vite pour créer le buzz et puis faire quelque chose qui au final va se retourner contre nous. L'idée c'est d'arriver à construire quelque chose et des projets mais qui soient réalisables sur le terrain par les équipes en place. Donc après, moi s'il faut développer quelque chose avec une locomotive devant, je dirais que tout peut être à l'étude, sous réserve qu'on ait les ressources qui puissent être mises en place derrière. Voilà. Ensuite, il y a une question de Laura Gabard qui pose la question: qu'est-ce qu'il est prévu pour la Titanic et les TY? Est-ce qu'il est prévu des choses pour la Titanic et les TY? Alors la Titanic, concrètement, elle ne nous appartient pas. Donc à ce jour, il n'est rien prévu à notre niveau. Et à ceci près, c'est que la Titanic, on a été contacté par l'association Train des Mouettes qui aurait des vues dessus. Donc pour l'instant, stand-by par rapport à cette voiture-là, qui très clairement n'a pas de devenir chez nous, hein, et elle en a peut-être un ailleurs. Mais bon, pour l'instant, voilà, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de sûr. J'ai eu une prise de contact courant mars ou février avec le Train des Mouettes à ce sujet-là, mais bon, pas d'avancement depuis. Sachant que, pour info, ce qui complique un peu la donne, c'est que la voiture appartient à Bernard Renault, qui est le propriétaire de la voiture, qui l'a vendue normalement à l'euro symbolique au musée de la mer à Cherbourg, mais qui n'a pas encaissé le chèque. Donc le musée de la mer en revendique la propriété, mais Bernard Renault, n'ayant pas encaissé le chèque de 1 euro, dit ben non, finalement elle est toujours à moi. Donc les tractations avec le Train des Mouettes font que tant qu'il n'y a pas une clarification de la propriété de la voiture, pour l'instant c'est statu quo. Sachant que bon, pour ceux qui le connaissent, parler administratif avec Bernard Renault, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple. Et puis on va éviter de le fâcher parce que c'est aussi le propriétaire de la TB. C'est ça, tout à fait. Enfin, nous, après, on n'a pas à se fâcher avec Bernard. Je veux dire, c'est des histoires entre le Train des Mouettes, le musée de la mer et puis Bernard. Hein, c'est pas notre affaire à nous. Mais on va dire qu'on pourrait accélérer les choses en disant, puisque la machine, puisque la voiture reste à Longueville et nous prend de la place, on va prendre des frais de parking. Mais on n'a pas intérêt à embêter Bernard parce qu'en même temps, c'est le propriétaire de la 407. Non, tout à fait. Après, concernant les TY, les TY, là, c'est pas forcément le même problème, mais pas forcément plus de projets que ça. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui, je te dirais bien qu'on va mettre les bouchées doubles pour les remettre en état ou du moins les préserver plus qu'on le fait. Mais malheureusement, les ressources, qu'elles soient financières ou humaines, étant ce qu'elles sont, on ne peut pas faire guère en plus que ce qu'on fait déjà aujourd'hui, c'est-à-dire rien. Voilà. Mais il en va de même pour les Talbot, il en va de même pour tout le reste. Aujourd'hui, c'est une chose que je déplore, l'immobilisme de l'association par rapport à du matériel qui a été préservé. Malheureusement, ce n'est pas un jugement de valeur ni une mise en accusation, mais ce qui a été décidé il y a 30, 40 ou 50 ans n'était pas du tout en adéquation avec un quelconque modèle économique. C'est-à-dire qu'on a récupéré du matériel
en se disant on va le préserver. C'était bien, c'était très bien parce que ça a permis de mettre à l'abri du chalumeau des matériels historiques. Mais malheureusement, des matériels historiques qui étaient en bon état il y a 40 ou 50 ans, faute d'entretien courant, donc ça veut dire d'investissement en termes de trésorerie, en termes de main-d'œuvre, ils se délabrent. Et aujourd'hui, on a malheureusement un déficit en trésorerie et en main-d'œuvre qui font qu'on est obligé de se consacrer et de mobiliser nos forces sur le strict minimum. Voilà. Donc j'en suis désolé, mais pour les TY, il n'y a pas plus de projets. À moins qu'on ait un généreux Qatari qui se pointe demain et qui nous propose un mécénat à grands coups de millions d'euros et de barils de pétrole, mais là, pour le coup, j'ai rien dans les tuyaux. Je vois que ça fait rigoler Madame Richet. Ou bien, alors après, là, encore une fois, je vais mettre les pieds dans le plat. Hein, je parle pas au nom du CA, je parle en mon nom propre. C'est si une association de France ou de Navarre se propose de retaper les TY pour les faire rouler sur son train touristique, il faudra quand même qu'on réfléchisse sérieusement à la proposition et qu'on fasse pas comme on a fait aux occasions, renvoyer balader les gens en leur disant non, c'est le matériel de la Jetta. Il est à l'abri des chalumeaux, il a été mis à l'abri des chalumeaux, mais il n'est pas à l'abri des intempéries. Et s'il y a une bonne volonté pour les retaper, je pense qu'il ne faut absolument pas se fermer la porte, même si c'est en dehors du site de Longueville. C'est quand même du matériel qui a été préservé, et s'il y a marqué Ajecta dessus et qui roule retapé ailleurs, ça sera bon pour l'image de l'Ajecta. Je ne dis pas qu'il faut les vendre, je dis simplement que des conventions de mise à disposition, c'est des choses qui existent. On a déjà du matériel qui est à disposition dans d'autres et c'est des choses qu'il faut réfléchir, et il ne faut surtout pas se fermer la porte à la mise à disposition de matériel auprès d'autres associations qui auraient des projets sérieux. Bien sûr, il ne s'agit pas de donner ça pour que ça pourrisse ailleurs. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de les prêter de manière à ce que ça soit retapé. Voilà. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Alors, il y a une question, c'est parti en débat, Eric a répondu. C'est une question concernant la réouverture du site aux bénévoles, savoir si on peut augmenter le nombre de présents, qui est aujourd'hui de 6, je crois, d'augmenter le nombre aujourd'hui des présents sur le site. C'est qui a posé cette question? C'est Karine Girard, et Eric lui a répondu qu'aujourd'hui le protocole n'était pas changé et qu'on était toujours en zone. Bon, après, je vais faire plus ou moins la même réponse que Eric, mais en justifiant, c'est que les mesures de distanciation étant ce qu'elles sont, et bon, pour l'instant, de toute manière, c'est un protocole qu'on a défini, nous, en termes au niveau du conseil d'administration, par rapport à ce qui nous est, entre guillemets, recommandé par le gouvernement. Bien entendu que le protocole qu'on a écrit, il n'est pas parfait. Bien entendu qu'on pourrait faire différemment. Maintenant, après, le souci qu'il y a, c'est que entre ce qu'on voudrait faire en tant que membre actif et puis est-ce qu'il est raisonnable de faire en tant que responsable, des fois, il y a quand même un gros delta. À partir du moment où on est en responsabilité, j'entends. Pénalement. Le souci qu'il y a, c'est que le plus gros point noir dans l'histoire, c'est le réfectoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on autorise la venue de gens en simultané sur le site, on court forcément le risque que les gens se regroupent au bouffarium. Forcément, puisque c'est pour manger, ça veut dire sans masque. Grosso modo, depuis le déconfinement le 11 et la mise en place des mesures d'autorisation qu'on a pris au niveau du conseil d'administration, dans l'ensemble, le nombre de personnes sur place, je crois, de mémoire, a été enfreint une fois, mais c'était parce qu'il y avait un des membres qui n'était pas destinataire du protocole et qui n'était pas au courant ni de la procédure extranet. Donc, normalement, ça a été corrigé. Donc, bon, je sais très bien qu'il
il serait plus facile d'être plus et ainsi de suite, mais et mieux d'un point de vue cohésion, ambiance et tout. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas décidé de faire autrement. On remettra peut-être ça à l'ordre du jour, je pense, au prochain conseil d'administration pour élire les postes, à l'élection du bureau, c'est-à-dire après le 13 juin. On en reparlera forcément, mais bon, pour l'instant, jusqu'au 13 juin, vous pouvez être sûr que les mesures qui sont en place le resteront. Voilà. Et je compte bien à ce que tout le monde fasse un point d'honneur à les respecter dans la mesure du possible. Après, on n'est pas à l'abri d'un oubli, de remettre son masque ou de machin, mais voilà. En termes de présentiel sur place, je compte sur vous pour ne pas déroger aux 4 personnes maxi lors des chantiers et 2 personnes en administratif en simultané sur le site, quoi. Donc voilà. Je vous propose de repartir vers le téléphone un petit peu parce que j'aurais coupé la parole et j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui ont des choses à dire. Ouais. Voilà, les micros sont. Tout le monde peut vous entendre. Voilà, les micros sont ouverts. Côté ligne téléphonique, il y a 4 personnes connectées, donc si vous voulez vous exprimer, c'est le moment, n'hésitez pas. Allô? Oui, allô? Oui? Il y a des questions? Bonjour, oui, bonjour, c'est Yves. Salut Yves. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une liste de tout le matériel présent à l'AGECTA avec la liste des propriétaires? Oui, ça, on doit avoir ça quelque part, oui. C'est à titre informatif, quoi, d'information, quoi, c'est tout. C'est pour. Oui. Après. Des questions, on dit ah bah oui, mais ça c'est pas à nous, ça c'est à un tel, ça c'est à un tel. Enfin, voilà quoi. Oui, tout à fait. Non, mais après, il n'y a pas de souci là-dessus. On a ça quelque part, peut-être le remettre à jour en fonction des derniers mouvements qu'il y a eu, parce qu'on a je crois que la dernière acquisition officielle, ça doit être une voiture Talbot. Olivier, tu me confirmeras, ouais, c'est ça. Donc, que l'on a souhaité acquérir sous forme de don. Mais on va clarifier un petit peu les histoires de propriété. Mais effectivement, oui. Alors, ça va au-delà des histoires de propriété AGECTA et propriété tiers, parce que y a des matériels qui sont propriété tiers, mais sous convention avec l'AGECTA. Il y a des matériels qui sont propriété tiers sans convention. Donc après, bon, de toute manière, on a ce genre de document, il faudra qu'on le remette à jour, on vous le mettra à disposition. De manière, oui, on le mettra à disposition, il n'y a pas de souci. D'accord, ok, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai des questions sur YouTube encore. Oui. Une question de Thierry Historique concernant les salons à venir, si on avait des infos. Concernant les salons à venir? Oui. Là, c'est plus toi ou Bruno qui pourront y répondre, parce qu'à part Rail Expo, je ne vois pas. À part Rail Expo, il n'y a que ça en fait. Bon, ben voilà. Bon, en fait, j'avais la réponse. Ok. Et il y a une question de Romain que j'arrive pas tellement à comprendre. Je pense qu'il veut utiliser le 6400 pour remplacer le 13000 pour faire de la réversibilité pour aller à Provins, je pense. Ah non, c'est pas possible. Hein? Je doute. Non, le 6500, il n'a pas d'autorisation à circuler sur le réseau ferré national. Et tant qu'on n'a pas résolu la problématique de mise à disposition de la ligne Provins-Villiers avec SNCF Réseau, le 6500 ne peut pas sortir de Longueville. Le jour où on aura signé une convention et une consigne de ligne avec SNCF Réseau, ça pourra être envisageable, mais d'un point de vue administratif, j'entends, parce qu'après il y aura des problématiques techniques aussi à avoir quand même, mais ça sera envisageable, mais pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour, quoi.
L'idée, c'est vraiment de trouver un autre 63 000 pour pouvoir rouler sur le réseau ferré national. Nouvelle question d'Éric Alexandre concernant le 68 500, s'il y a des projets. Pour l'instant, il n'y a pas plus de projets que ça. Après, j'avoue que si jamais on n'avait pas trouvé de solution pour le 63 000, la remise en exploitation du 68 500 sur le RFN ne s'excluait pas. Mais le problème qu'il y a, c'est que le 68 000, c'est vraiment une usine à gaz à remettre en route. Il y a quand même pas mal de défauts sur cet engin-là. On a bien vu là, avec la remise en service depuis que les actifs là, ont remis en service le moteur diesel avec le circuit de refroidissement. Au bout d'une heure, 1h30, le moteur diesel s'arrête tout seul. Donc, on a quand même des grosses choses à voir, sachant qu'en plus de ça, il faudrait envoyer ses essieux et ses bogies en révision. C'est très lourd. Et puis, faire une révision bogie sur le 68 500, ça veut dire lever la caisse avec une grosse grue, ça veut dire retourner les bogies, parce que la problématique des bogies, c'est que vous avez un essieu qui rentre par le dessus et des autres qui sortent par le dessous. C'est très très lourd, donc si on peut rester sur de l'engin simple, pour de l'exploitation sur le RFN, j'entends, c'est que mieux. Après, c'est comme le 6500, le 68 000, le jour où on aura la convention avec SNCF Réseau, c'est pas quelque chose qui est exclu dans le sens où les règles de maintenance sont beaucoup plus light du moment où on roule pas vite et sur une ligne dédiée, quoi. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas dans les projets immédiats. Eric parle juste de remise en peinture. Je pense que ça faudra voir avec Séverin. Mais concrètement, je sais que Séverin, pour l'instant, est plutôt axé, c'est pas un mal, sur la remise en peinture de la rame, voilà, qui commence à sérieusement faner. Donc, la priorité, ça va être la remise en peinture des voitures. Et peut-être que oui, effectivement, une fois que les voitures seront terminées, c'est-à-dire dans peut-être 3-4 ans, on pourra envisager la remise en peinture, la peinture définitive du 68 500. Juste pour compléter mes propos, faut savoir aussi qu'on a un gros impératif pour nos amis qui ne sont pas forcément experts de la peinture et des conditions climatiques de la JECTA, c'est qu'on a quand même 6 mois de temps où on ne peut rien faire en matière de peinture, en matière de belle peinture, parce qu'en dessous de 15 degrés, c'est très compliqué d'arriver à faire une belle peinture. Donc voilà. Alain Ricoeur demande si on peut utiliser le 63 000 pour constituer une rame marchandise statique. Je dirais que non. C'est-à-dire qu'on ne va pas garder ce 63 000 là pour en faire un pot de fleurs. C'est-à-dire que, voilà, on l'a dit tout à l'heure, la problématique des engins, c'est que on a stocké et acquis pendant des années des matériels qui malheureusement n'ont pas de devenir. Donc, on ne va pas garder un pot de fleurs juste pour en faire une grande marchandise. Par contre, à ceci près, c'est que aujourd'hui, le 68 500 peut très bien faire ça, ou le BDR qui aujourd'hui n'a pour l'instant pas d'avenir vu que son moteur diesel est irréparable. Là, c'est quelque chose qu'on peut envisager de cette manière-là. Mais dans tous les cas, voilà, il faut qu'on en discute entre nous, savoir constituer une rame marchandise, oui, mais qu'on exposerait où, et ainsi de suite, quoi. L'idée est bonne, c'est juste pour moi le projet de l'engin à mettre devant qu'il faut revoir, quoi. Question de Romain Pitou. Quand refera-t-on des circulations vers Troyes et Montreux? Alors, la problématique que l'on a, c'est que Montreux, il faut qu'on voit. On n'est pas fermé à la chose, hein.
le souci qu'il y a, et on a bien vu là avec l'avarie que l'on a eue sur la 140C à l'automne, c'est qu'on a quand même besoin de fiabiliser la 140C. On a besoin aussi de fiabiliser l'équipe dessus, l'équipe de conduite, l'équipe de maintenance. On se retrouve souvent peu ou pas nombreux à s'occuper de la machine pour circuler sur les trains et encore moins nombreux pour entretenir la bécane. Alors le souci qu'il y a, c'est qu'aller jouer un petit peu loin de notre dépôt, voilà, c'est quand même compliqué parce que on l'a bien vu, quand il a fallu ramener la rame, ramener la 140C, on est en dehors des clous au niveau des circulations SNCF, on est en dehors des clous de plein de choses. On est sur de l'organisation, entre guillemets, improvisée, qui est très compliquée. Donc, aller jouer un peu loin, c'est un peu prendre un peu beaucoup de risques. Alors, le trésorier va vous dire, pour 30 000 euros, il veut bien, pour gagner 1 200 euros, pas trop, quoi. Voilà. Donc, voilà, donc pour l'instant, c'est pas, voilà, on ne l'a jamais exclu. De mon souvenir, à l'AG d'octobre, Gérard avait déjà posé la question. Voilà, on n'est pas fermé à l'idée, mais bon, voilà, dans un premier temps, outre les aspects trésorerie que Olivier a raison de préciser, il y a aussi la question de la fiabilité du matériel, la fiabilité des équipes. Et voilà, aujourd'hui, la 140C, pour moi, elle est en rodage. Il y a des tas de choses à voir. On a vu qu'il y avait une problématique de coussinet là, sur la 140C. Et bon, on a d'autres choses aussi à revoir, notamment au niveau des étanchéités du bypass et autres. Donc je pense que pendant encore une paire d'années, Longueville-Provins-Villiers, c'est amplement suffisant pour rester chez nous dans un domaine qu'on connaît, qu'on maîtrise et où on ne fait pas trop chier le monde, quoi. Voilà. D'autres questions? Pour YouTube, il n'y a plus d'autres questions. Pour YouTube, plus d'autres questions sur le pont. Tout le monde peut vous entendre. Allô? Allô? Est-ce qu'il y a d'autres questions par téléphone? Non, pas d'autres questions. Donc les réactions sont un peu plus rapides normalement sur le pont audio que par YouTube. Donc pas d'autres questions par téléphone. Je vais de nouveau couper le son. Question d'Éric Oui. Alexandre. Attends Philippe, attends 2 secondes, il y a quelqu'un qui s'exprime sur le pont audio. On vous écoute. Le numéro qui finit par 6852. Bon, non. Bon, ben Philippe, à toi. Alors, une question d'Éric Alexandre. Dans le cadre de journées familiales au Technicentre Est européen, pourrait-on se déplacer là-bas? Ben, là, Olivier a en partie déjà répondu à la question, c'est-à-dire que si on arrive à pouvoir gratter un peu dessus, alors peut-être pas dans les mêmes proportions que pour la RATP, mais si on arrive à gagner un petit billet dessus, je dirais que tout peut être mis à l'étude, quoi. Oui, tout à l'heure, quand je parlais des sous, c'est juste en gros, pour expliquer que si jamais on tombe en panne et que pour des raisons X ou Y, on peut pas se faire rapatrier par nos connaissances à la SNCF, on va dire, et qu'on est obligé de payer une mise à disposition de CTT et de sillon, ben on a intérêt à ce que le piste soit au pire juste bouffé par ça. Et donc si on a un excédent de 1 200 euros et qu'il y en a pour 5 000 euros de rapatriement, ça le fait pas, quoi. Donc c'est pour ça tout à l'heure je vous disais voilà. L'idée c'est que le rapatriement puisse être payé par la prestation, quoi. Voilà.
Philippe? Il y a d'autres J'ai questions? rien d'autre. Bon, mais on aura quand même, ça aura quand même duré 2 heures. Hein. Voilà. Pour clôturer l'AG, je voudrais quand même remercier Charles Mollo pour sa présence au conseil d'administration pendant 3 ans, puisque il arrive au terme de son mandat d'administrateur chez nous et il n'a pas souhaité renouveler. Donc je voulais le remercier pour nous avoir accompagnés dans l'aventure du CA. Je veux remercier tout particulièrement Olivier qui ne regarde pas du coup, je parle de lui mais il ne regarde pas, pour l'organisation de l'AG. Alors bon, il n'a pas fait ça tout seul bien entendu, mais Olivier, il faut savoir une chose, c'est que par rapport à cette assemblée générale, a mis une énergie folle pour respecter nos principes statutaires de règlement intérieur et aussi les dispositions de la CNIL, qui sont pas, voilà, ça n'a pas été simple d'organiser et d'improviser cette assemblée générale sous ce format-là. J'ose espérer que normalement tout se passera bien jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au moment du dépouillement. Et puis voilà, les membres actifs qui aujourd'hui continuent malgré tout, malgré le Covid à venir. Et puis voilà, en espérant que ce format-là, cette assemblée générale un peu particulière, vous a quand même plu. Merci à vous tous de nous soutenir. Merci à Madame Richer, à Monsieur Brosseau et à leurs équipes de nous accompagner au fil de l'eau tout au long de l'année. Et puis merci aussi à l'équipe dirigeante de l'AGECTA au sens large, les 9 administrateurs que nous sommes, pour continuer à faire vivre notre belle association. Voilà. Merci bien, merci à tous. Olivier, quelque chose à rajouter? Philippe, quelque chose à rajouter? Pas plus pour moi, merci à tous. Voilà, pensez à voter, hein. Vous avez jusqu'au 12 juin à 18h, si je me souviens bien. Donc merci à tous de prendre le temps de voter. Et puis, voilà, on se donne rendez-vous après les opérations de vote pour vous donner le résultat des sollicitations. Voilà. Donc vous aurez les résultats donc soit sur ag.ajecta.net, soit au 09 72 57 42 63. Voilà, ce sera un répondeur qui vous donnera les résultats à partir du 13 juin à midi. Voilà. Bon, donc du coup, l'Assemblée générale se termine à 11h. C'est quand même une prouesse, ça s'est jamais fait. Et puis, à très bientôt. Et merci à tous de prendre le temps de voter, voilà, comme on l'a demandé. Et puis, à très vite au dépôt, parce qu'on verra très vite au dépôt. À bientôt. Merci bien, au revoir. À tous.